Il y a cette fameuse vidéo de vous, Félix, assis à 3 ans sur la table de ping-pong qui joue avec votre père. Il nous a pas poussé à jouer, mais en fait, c'était naturel, puisque comme on voyait des raquettes, on voyait la table de ping à la maison, donc naturellement, en fait, ça nous a donné envie de commencer. Et quand on a touché nos premières balles, on a tout de suite aimé ce sport. J'ai vu que votre père, vous l'aviez battu quand vous aviez 10 ans, je crois. Ouais, moi, je devais avoir 11 ans, je pense, mais en fait, je pouvais pas le battre, parce que dès qu'on était à 9-10, comme par hasard, il arrêtait le match. C'est quand même incroyable, parce qu'il était quand même 7e joueur français. Quand à 10 ans, on bat le numéro 7 français, Il avait arrêté depuis très longtemps. Il était plus numéro 7. Ouais, il avait arrêté depuis très longtemps. Bonjour Alexis, bonjour Félix. Vous êtes les frères Lebrun, médaillés olympiques en tennis de table. Bienvenue chez Brut. Je vais être franc avec vous, moi je suis ravi, vraiment, de pouvoir discuter avec vous. Merci beaucoup. Moi quand j'ai dit que j'allais vous interviewer, je parlais à 2-3 potes, j'ai dit tiens, j'ai interviewé les frères Lebrun. Et alors déjà, tout le monde vous adore. Et ensuite, tout le monde dit que ça fait plaisir parce que vous avez l'air sincère et authentique, quoi. Il y a un côté, en fait, les sportifs, mais qui se prennent pas la tête et qui ont l'air un peu comme chacun. Alors, même si c'est pas le cas, parce que vous êtes beaucoup plus doués que l'essentiel d'entre nous au ping-pong, ça, c'est un truc dont vous avez conscience ou pas? C'est vrai qu'en tout cas, quand on croise les gens, c'est ce qu'on nous dit, donc ça fait super plaisir parce que c'est quand même des compliments. Donc on est content et on essaye aussi, je pense, tous les deux d'être juste naturels, de pas se prendre la tête. Votre vie a changé là. J'imagine les gens vous arrêtent dans la rue, vous étiez dans les JO, et là maintenant vous voyez un peu le résultat de toute cette notoriété, non? Ouais, c'est sûr que c'est complètement dingue. Déjà pendant les Jeux, on n'a jamais pris autant de photos avec des policiers. Ils étaient tous à fond à nous supporter. C'est vrai qu'il y avait pas mal de sécurité autour du village, donc dès qu'on se baladait un peu en dehors, ils nous disaient « Ah bravo, j'ai vu ton match, on peut prendre une photo ». Donc c'est vrai que pour nous c'était super bizarre et c'était marrant. Et puis là, en ayant fait un petit peu les célébrations au Club France, on s'est rendu compte de l'engouement des gens en fait, qui sont comme des fous. Félix est devenu vraiment une petite star de ces Jeux, donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et Fait. Maintenant, ça fait. C'est ça, c'est fait et tout le monde le connaît. Donc, ça change, quoi. Ça change. C'est quand même vachement bien, vachement sympa pour le ping, pour nous. Après, forcément, il y a des fois on n'a pas forcément envie, mais ça c'est aussi normal de rendre aux gens. Ils nous ont soutenus pendant 2 semaines. On verra aussi si ça continue dans 2 mois, 3 mois. Mais là, il y a un engouement qui est autour de nous, du tennis de table, qui est incroyable quand même. Enfin, c'est dingue. C'est irréel. Ouais, voilà, on est dans un autre monde, on a l'impression, quoi. J'ai regardé un peu votre parcours. Il y a un truc qui m'a frappé. C'est votre père d'ailleurs qui l'a dit. Il a dit que une des étapes, un moment clé en fait de votre parcours, c'est le confinement. En 2020. Apparemment, vous avez pris une table, vous l'avez mis dans votre cave et puis vous avez fait que jouer. Comment ça s'est passé ce confinement? Ouais, en fait, on a appris que le confinement allait commencer. Donc on a eu un bon feeling, on va dire. On s'est dit, ça peut durer longtemps ce truc. On va aller prendre une table au club, on la ramène et on verra ce qu'on en fait. Donc on a pris le camion du voisin, on est allé chercher la table et finalement, ça a duré assez longtemps. Donc ça nous a bien servi. On a pu s'entraîner tous les jours ensemble. On jouait à peu près tous les jours 1 heure, 1 heure et demie, parce que dans la cave, c'était compliqué avec l'humidité et tout ça. Parce que vous avez mis la table dans la cave, quoi. Ouais, c'est ça, et elle a jamais été aussi propre. Ouais, on a rangé, en 2 jours, tout était ultra rangé. D'accord. Mais du coup, c'était un peu compliqué de s'entraîner vraiment longtemps, mais donc on pouvait faire 1 heure et demie de ping, puis après, beaucoup de physique, on faisait 2-3 heures de physique en plus par jour. Donc ça faisait quand même un bon entraînement, quoi. Alexis, vous sortiez d'une longue blessure, enfin d'une longue période de blessure, parce que j'ai lu que pendant 2-3 ans, vous avez été blessé au coude, je crois. Hein. Ouais, moi, on va dire, à partir de 10 ans jusqu'à 16 ans, j'ai pas vraiment pu m'entraîner. J'ai enchaîné les blessures de croissance au talon, puis au genou, puis le coude. Donc, on va dire, sur ces 6 ans-là, j'ai dû m'entraîner tout de 2-3 ans peut-être. Donc, j'avais perdu pas mal de temps. Et du coup, c'est vrai que là, de pouvoir s'entraîner pendant le confinement, ça a permis aussi de rattraper un petit peu ce temps-là de perdu à cause de mes blessures, quoi. Comment vous l'avez vécu, cette période qui, j'imagine, c'est compliqué, quoi, quand on est passionné de ping-pong et qu'on peut pas y jouer? Ouais, c'était compliqué, mais en fait, j'étais content d'aller à la salle et de faire mes trucs. J'ai joué un petit peu main gauche, je venais faire du service. Quand j'avais mal, je faisais autre chose, je faisais du physique, du service. En fait, j'aime bien aussi juste être dans la salle, regarder les autres jouer, discuter, aller aux compètes. J'allais voir Félix sur ses championnats de France, j'allais voir mes potes. Donc en fait, j'ai continué vraiment à garder contact avec le ping. Donc en fait, ça s'est passé assez facilement parce que
En fait, j'aimais bien être à la salle. En plus, je préférais être à la salle qu'à l'école. Ouais, c'est pas que jouer au ping-pong, c'est aussi une atmosphère, quoi. Si on voit les potes. Ouais, je pense que c'est l'ambiance, le fait qu'on soit resté dans notre premier club. Je connais tout le monde, c'est un peu comme ma deuxième famille, ma deuxième maison. Donc, juste quand je sais pas quoi faire, j'y vais, je m'assois dans les tribunes et je discute. Donc là, j'ai continué à faire ça et finalement, je passais des bons moments quand même. Ça, c'était le confinement. Moi, il y a une autre chose qui m'a passionné, on l'a beaucoup dit, donc vous êtes les frères Lebrun, hein, donc un côté famille. Et au-delà de ça, il y a la team Lebrun. C'est-à-dire que vous êtes entouré de personnes qui travaillent avec vous. Je veux bien qu'on les liste un petit peu et puis qu'on voit un peu chacun ce qu'il fait. Je crois qu'il y a votre père Stéphane, qui est ancien numéro 7 français, qui est entraîneur, qui dirige le club de Montpellier. Mais il ne vous a jamais entraîné, jamais. Pourquoi? Comment vous l'avez vécu, vous? Votre père aurait pu vous entraîner puisqu'il était entraîneur. Je pense que c'est lui qui avait la volonté aussi qu'on soit suivi par d'autres personnes. Et moi, avec du recul, je trouve ça vraiment bien parce qu'on a pu construire aussi d'autres liens, garder ce lien de père, malgré qu'on discute de ping parce qu'on est tous passionnés par ça. Mais du coup, moi, j'ai pu construire des vrais liens forts avec Nathanaël, qui est notre coach maintenant, avec Jérémy Sureau aussi, qui m'a coaché pendant longtemps, puis qui est maintenant notre préparateur physique. Et c'est vrai que ça permet aussi de rencontrer plein d'autres coachs, de pas s'enfermer sur juste rester entre nous. Et je pense que même s'il nous a jamais entraînés, il a toujours gardé un œil sur ce qui se passait. Mais il a toujours gardé cette distance de juste être notre père, et je pense que ça, c'était bien. Ça, c'est votre père. Votre mère, elle est institutrice, mais elle s'est mise en disponibilité depuis avril, hein, je crois, et elle s'occupe un peu de tout ce qui est com. Qu'est-ce qu'elle fait précisément? Ouais, maman, du coup, c'est assez récent. C'est un peu avec toute l'explosion médiatique qui est arrivée. On a vite senti qu'on était débordés, qu'on n'arrivait plus à gérer. Comment vous vivez les médias? Parce que moi, je vous ai vu dès le début, vous avez l'air hyper à l'aise avec les médias. Mais pour vous, c'est quoi? C'est un devoir? C'est un plaisir? Comment vous le vivez, quoi? C'est un peu de tout, j'ai envie de dire. C'est un plaisir quand même de le faire. Après, forcément, je préfère quand même m'entraîner. C'est vrai que vous parlez beaucoup de l'entraînement, et 6 heures par jour, c'est énorme, en fait. Mais je me posais la question, vous faites quoi quand vous jouez pas au ping-pong? Comme tout le monde, je pense déjà, il faut récupérer les journées vraiment d'entraînement. Ça prend toute la journée, donc on n'a pas beaucoup de temps. L'un de vos sponsors, c'est Nintendo. Allez, sans rancune. Nintendo Switch Sport, une affaire de famille sur Nintendo Switch. Petit tennis? Au moins, tu auras une raquette. Ça, c'est un truc, un passe-temps que vous avez aussi en commun? Ouais, c'est ça. C'est vrai que vu qu'on part beaucoup en compète, on n'a pas toujours accès au film, au sport à l'extérieur. Donc c'est vrai que nous, c'est assez pratique d'emmener la Switch avec nous en compète. Donc ça nous permet de se retrouver de temps en temps le soir, de se faire une petite partie de FIFA, une petite partie de Mario Kart. C'est toujours sympa, quoi. Qui c'est qui gagne? Ça dépend à quel jeu. Mario Kart plutôt moi, FIFA plutôt lui. C'est ça. C'est marrant parce qu'il n'y a pas vraiment de jeux de ping-pong, de jeux vidéo de ping-pong réalistes. Il n'y en a pas, non? Non, il y a en réalité virtuelle, là. On avait essayé, qui est vraiment pas mal. Et où la France est bonne, parce qu'on a les deux finalistes des championnats d'Europe. Mais sinon, les jeux vidéo de ping, il n'y en a pas des extraordinaires pour l'instant. Mais bon, j'espère que ça va arriver. Même les films, hein. J'ai réfléchi, mais il n'y a pas de film avec un héros qui est un pongiste, quoi. Forrest Gump. C'est vrai, Forrest Gump, évidemment, champion du monde. Je poursuis dans la famille parce qu'il y a aussi, vous avez 2 sœurs, les 2 d'ailleurs qui étaient bénévoles au JO et qui par ailleurs travaillent au club de Montpellier, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il y a donc Roxane qui est l'aînée et Margot la sœur cadette. Je crois que Roxane, l'aînée, alors ça a été dit, hein, qu'elle a été opérée 6 fois du cœur et que ça a eu un impact quand même dans votre vision peut-être de la vie et donc peut-être du ping-pong. Est-ce que ça permet de relativiser? Ouais, je pense que inconsciemment, ça a eu un impact parce que quand on la voit se bagarrer avec tout ce qu'elle a vécu, c'est des vraies choses difficiles, du vrai stress important. Alors que forcément, ça fait relativiser quand on perd un match de ping. Dans tous les cas, même si on perd au premier tour alors qu'on a voyagé pendant 15 heures pour faire le tour du monde, au final, on est quand même à l'autre bout du monde, en train de profiter, regarder des matchs de ping. On est quand même pas si mal lotis que ça, quoi. On est même très bien. Donc c'est vrai que ça permet vraiment de relativiser sur plein de choses. Sur le stress déjà, c'est vrai que c'est difficile des fois quand c'est à 9-9, mais c'est moins dur que ce qu'elle fait. Et puis c'est vrai que comme il a dit, on se rend compte de la chance qu'on a parce que déjà on peut faire du sport, qu'il n'y a pas tout le monde qui peut en faire. Et puis c'est vrai que on peut voyager aussi, on peut faire plein de trucs et qu'elle n'a pas forcément la chance de pouvoir faire. Donc c'est vrai que nous on en profite à fond et je pense que ça lui fait plaisir aussi de nous voir et de voir qu'on en profite à fond. Je poursuis la famille, parce qu'il y a votre sœur cadette, Margot, qui a 24 ans, et j'ai vu qu'elle avait ouvert une session dans votre club de Montpellier pour les enfants et les adultes sourds.
C'est ça, Ouais, c'est ça. Donc comment ça se passe précisément? Bah, elle s'est découverte une passion pour la langue des signes il y a quelques années et du coup elle l'a appris. Et maintenant qu'elle travaille au club, elle a eu envie d'ouvrir une section pour pouvoir accueillir aussi les personnes sourdes et malentendantes. Donc moi je connais pas les détails exactement, mais je sais que on a fait 1 ou 2 interventions avec eux et donc en fait elle est là en tant que traductrice, mais je crois qu'on n'a pas le droit de dire ça parce qu'il faut un diplôme. Mais en gros, elle aide à faire communiquer les entraîneurs avec les personnes malentendantes. Et du coup, ils peuvent venir et participer à la séance complètement normalement, quoi. Pour vous, c'est important aussi de rester à Montpellier, parce que vous auriez pu partir hein, de ce club. Votre père dirige le club, mais parfois vous êtes entraîné à Nantes, mais vous êtes quand même toujours à Montpellier, quoi. Ça, c'est un truc important? Ouais, c'est très important pour nous, c'est là où on se sent bien. Comme il disait, c'est un peu notre deuxième maison, deuxième famille. On est là depuis qu'on est tout petit, tout le monde nous connaît, on connaît tout le monde, donc on se sent bien là-bas, on a progressé en étant à Montpellier, et donc on a envie de continuer dans cette direction pour continuer à progresser. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas tous les deux, on pense que c'est le meilleur endroit pour continuer notre évolution. Parce que je crois qu'Alexis a déménagé déjà, il a un appartement à vous, mais Félix, c'est des questions aussi que vous déménagez et vous habitez près justement du club, hein, je crois, c'est ça l'idée? Plus tard, ouais, c'est l'idée. Pour l'instant, j'habite encore chez mes parents qui habitent à un peu plus d'une demi-heure de la salle de ping, donc je peux pas rentrer entre les 2 séances et ça fait des journées des fois un petit peu longues, mais c'est aussi bien, comme on n'est pas souvent à la maison, de pouvoir rentrer un peu chez les parents, parce que déjà qu'on part entre 250 et 300 jours dans l'année, si les 65 autres, on est dans un appart, on voit vraiment rarement notre famille, donc il y a des côtés un peu négatifs, j'ai envie de dire, parce que la route, etc., mais il y a aussi des côtés positifs d'être encore chez ses parents. Il n'y a pas des fois où vous vous dites, vous vous sentez seul, quoi, tout simplement? Alors, il se trouve que vous êtes tous les deux souvent. Ouais. Je pense que ça aide parce qu'on est tous les deux tout le temps avec notre coach aussi, Nat. Donc c'est vrai qu'on voyage un peu en équipe et il y a aussi souvent toute l'équipe de France, vu qu'on joue un peu les mêmes compétitions. Mais votre famille n'est pas là forcément? Non, la famille n'est pas là, mais c'est vrai que ça, on s'y est habitué maintenant. C'est assez récent finalement. Avant, on était en France. Souvent, notre père, il venait avec nous aux compètes puisqu'il était entraîneur de Montpellier. Et là, maintenant, c'est vrai que non, on se sent pas seul parce qu'on est vraiment bien accompagné. Déjà, on est 2. Puis c'est vrai qu'il y a notre coach tout le temps, on peut toujours discuter. Et maintenant, on connaît parce qu'on est toujours avec les mêmes personnes en fait. Donc c'est vrai qu'on bouge tout le temps partout sur la planète, mais ça reste avec les mêmes gens. Donc finalement, c'est comme une petite équipe quoi, avec tous les joueurs. Parlons-en de votre entraîneur, c'est Nathanaël Molin. Alors, j'ai lu en 2013, je crois qu'il tenait un bar en Roumanie. Vous êtes bien renseigné. Et 10 ans plus tard, en 2023, il a été désigné coach de l'année. Donc en 10 ans, il est passé d'un bar en Roumanie à coach de l'année désigné par la Fédération internationale de tennis de table. C'est étonnant. Comment on passe d'un bar en Roumanie à... Il était entraîneur avant de partir en Roumanie, à Montpellier. Il est parti 1 année en Roumanie et après il est revenu pour entraîner dans un centre d'entraînement à Metz et maintenant ça fait 3 ans pile, c'est ça, qu'il est revenu avec nous. Là, il vous entraîne depuis 2021, je crois, mais il vous entraînait déjà quand vous étiez petit, enfin il vous connaît depuis tout petit, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est lui mon premier entraîneur, même si c'est mon père qui m'a mis la raquette dans la main en premier, c'est lui qui m'a fait mes premiers cours, on va dire. À quel âge? J'en sais rien, quand 3, 4, 5, 6 ans, je sais pas. Ah ouais. Et quand il est parti, du coup, ça m'a vraiment fait mal. Et j'avais beaucoup pleuré quand j'étais petit, quand il m'a dit qu'il partait du club. Et c'est vrai que de pouvoir le retrouver maintenant et de faire cette aventure-là avec lui, c'est juste génial. Et puis en plus, ce qu'il nous apporte avec ses compétences. Il n'a pas été élu coach de l'année pour rien. Donc c'est vrai que pour nous, c'est quand même une chance. D'avoir cette équipe-là autour de nous, et lui, il en fait partie. Il y a donc Nathanaël Molin, et puis il y a votre préparateur physique, Jérémy Sureau. Il y a des méthodes que moi j'ai trouvées un peu étonnantes, notamment pour développer vos capacités visuelles. Alors j'ai vu qu'il y a plein d'exercices assez marrants. Vous jouez avec 2-3 balles en même temps, vous jouez en fixant un poteau, puis l'autre. J'ai même vu il a pas direct dit les échecs comme ça. C'est que j'y venais. Et même j'y venais, effectivement, il vous fait jouer au ping-pong, vous allez jouer un coup d'échec, et vous rejouez en faisant des échanges. Ici, tu as 20 secondes pour jouer ton coup. 3, 2... Il n'a plus rien, il est cuit. Je pense qu'il a été en avance là-dessus, je pense, parce que c'est quelque chose qui nous a apporté très jeune et qu'on a pu apprendre et progresser assez vite, parce que c'est quand même quelque chose de difficile à appréhender, on va dire. Et c'est des techniques qui nous aident notamment à voir. Moi, on dit souvent que c'est dur de ne pas me faire toucher la balle, que
que l'adversaire en tout cas me fasse pas toucher la balle, et je pense que c'est dû aussi à ma capacité visuelle d'aller très vite. Je prends l'information, je pense plus vite que beaucoup de gens, et c'est en partie grâce à ce travail qu'on a fait avec Jérémy. Mais comment ça se passe la première fois qu'il vous dit les gars, on va faire une partie de ping-pong et puis après vous allez jouer aux échecs? Enfin, il y a un truc un peu surprenant quand même. C'est ludique en plus, donc pour nous c'est idéal, on se régale et en même temps on travaille pour progresser, donc ça a direct matché. Nous on est des personnes qui aiment bien aussi rigoler, faire des trucs un peu ludiques, varier les exercices, et en plus si ça peut permettre de progresser, c'est idéal. Ouais, puis comme on fait ça depuis tout petit, vu qu'il nous suit depuis longtemps, en fait, on a pris l'habitude et... Pour vous c'est normal quoi? Ouais, pour nous c'est normal. Après on se moque quand même de lui, hein, mais pour nous c'est normal. Mais juste on sait que ça nous apporte et du coup bah, on le fait et en plus c'est ludique, donc on kiffe. Il y a un truc quand même, c'est que vous êtes des compétiteurs. J'ai lu, Félix notamment, que en fait, vous avez essayé le tennis, je crois, mais vous n'avez pas vraiment fait parce qu'il n'y avait pas de compétition avant 12 ans, je crois. C'est un truc qui vous disiez, moi, au ping-pong, tout de suite, il y avait la compétition, au tennis, non, donc du coup, j'ai arrêté, quoi. C'est ça? C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Au tennis, j'ai fait une seule compétition. J'étais surclassé, mais au milieu de compétition, on m'a dit que le surclassement n'était plus possible, donc j'ai dû arrêter ma compétition, et ça m'avait quand même fait bien mal à cet âge-là. C'était à quel âge? J'ai plus trop de souvenirs, ça devait être 7-8 ans. Mais pour moi, c'était super important, c'était ma première compétition de tennis, j'étais trop heureux. Et par contre, oui, j'ai un côté compétiteur, forcément. Et quand on goûte à la compétition dans un sport, et que dans notre sport, on doit s'entraîner pour pas avoir cette confrontation à la fin, c'est un peu dur. Ouais, c'est-à-dire que le sport, pour vous, bon, c'est un plaisir, hein, évident, mais il y a aussi un côté compète, quoi. Ah ouais. Ouais, mais le plaisir, je pense, pour tous les deux, il vient aussi avec la compétition, on prend du plaisir à l'entraînement, mais ce qu'on fait à l'entraînement, le plaisir qu'on prend en match est décuplé. Carrément, mais puis même quand maintenant on va aller se faire un tennis ou un paddle, un foot, n'importe quoi, on n'a pas envie de jouer pour le beau jeu, quoi. Si on y va, on joue et on essaie de se battre. C'est ça qu'on kiffe en fait, c'est là où on prend du plaisir, donc ouais, on n'y va pas pour juste taper des balles, on a envie de gagner et c'est comme ça qu'on profite à fond. On a parlé des blessures tout à l'heure, mais pour bien se rendre compte, effectivement, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, c'est un vrai sport, le ping-pong, et c'est un vrai travail physique. Et de plus en plus, j'ai l'impression, la prépa physique est hyper importante. Vous, ça se passe comment, ça? Ouais, je pense que ça prend une part de plus en plus importante, parce que tout le monde se professionnalise et on voit que les échanges ils sont de plus en plus intenses, de plus en plus longs, avec de plus en plus de puissance dégagée, d'explosivité. Donc la prépa physique, c'est super important. Il y a un truc qui m'a frappé quand même, c'est que vous n'avez pas de préparateur mental. Vous avez un préparateur physique, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la santé mentale des athlètes. Vous n'en avez pas. C'est un manque, c'est parce que vous n'en avez pas besoin. Comment vous percevez ça? On va dire que maintenant, on est en tout cas pour moi, vraiment en cours. C'est quelque chose qu'on a réfléchi quand même avec notre staff justement, et qui va se mettre en place et qui s'est déjà un peu mis en place. Après, moi, comme je l'ai dit sur quelques interviews, en tout cas dans ma philosophie, avant de voir quelqu'un, c'était la technique restait prioritaire. Dans ma philosophie, les moments importants, si techniquement tu as confiance en ta technique parce que tu l'as travaillé des heures et des heures, c'est à ce moment-là qu'elle va pouvoir fonctionner, que si la confiance en ta technique fait que ton bras il tremble un peu moins, si tu as une technique un peu plus bancale, ça peut être plus difficile. Donc moi je liais beaucoup ça aussi à un niveau, ces moments chauds comme on dit, donc j'étais plus dans cette philosophie-là, mais on est en train de développer un peu ça, et je pense que Alex... Ouais, moi j'ai déjà commencé un peu plus que Félix, et ouais, on parle pas forcément de préparation mentale, mais plus d'accompagnement, et c'est plus un truc un peu global sur la gestion des matchs, certes, mais aussi la gestion des temps off, la gestion de la vie quand on est en voyage, un peu tout ça, donc c'est plus un petit peu par rapport à ça. Et puis du coup, moi, ça fait là depuis cette année que j'ai commencé à travailler avec Jean-Paul Martinet. Et, c'est un coach mental? Ouais, c'est ça. Ça se passe comment? Et du coup, on s'appelle, on se voit, on discute. Et c'est un peu ça, c'est très général en fait, mais c'est plus... parfois, ça fait du bien juste de parler. Là, avant la place 3-4, forcément, on est un peu tendu. Il est venu prendre le petit-déj avec moi, on a discuté, ça fait toujours du bien en fait. Après, vu qu'on a travaillé en amont, lui, il va savoir quoi me dire, il me connaît très bien maintenant. Mais c'est plus dans cette optique-là, en fait, pour se sentir bien, se sentir léger et arriver au match dans des bonnes dispositions. Félix, j'ai vu vous avez fait 3 balles de match contre le japonais Harimoto là, pendant le match par équipe. Vous avez gagné 5 points d'affilée.
Comment ça se passe dans la tête à ce moment-là, quand on a 3 balles de match contre soi? C'est rare en général qu'on arrive à remonter. Et puis, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? J'en sais rien, J'essaye juste de jouer le point qui arrive, de me dire que j'ai pas le droit de lâcher, que là c'était pour l'équipe en plus, donc encore moins. Et je savais aussi quand même qu'il avait loupé une occasion la veille, que c'était pas si facile pour lui de terminer le match. Je savais que 3 points, si j'en gagnais déjà 1, j'étais très proche de le rattraper, que lui prenne un peu plus ses attentions, etc. Donc j'ai essayé d'y aller, de me dire que j'ai peut-être 10% de chance de gagner, mais qu'il fallait que j'essaye de les saisir. Et il y a 2 jours, c'est passé. Donc j'étais tellement heureux que ça arrive, parce que c'est vrai que ça arrive pas si souvent que ça, mais que ça arrive aux Jeux Olympiques dans une place 3-4 comme ça, c'était incroyable. Mais on cogite? Il y a beaucoup de choses dans la tête à ce moment-là, ou au contraire on essaie de se vider? Je pense que j'avais la chance qu'on était à 1-0 pour nous aussi, avec leur double. Donc ça fait que si j'avais perdu, il y avait que 1 partout entre guillemets, et que j'avais quand même confiance après en mes coéquipiers et en notre match en général. Donc j'avais pas une pression, je pense, aussi importante que lui pendant ce match. Mais j'ai réussi à pas trop cogiter, en tout cas je sais pas trop comment, pourquoi, mais... Il y a un autre point, on parle souvent de la santé mentale, on parle aussi beaucoup des datas. J'ai vu qu'il y a une sorte de fichier numérique secret que vous partagez sur vos adversaires. Alors, peut-être que je romance un peu le truc, c'est tout simplement un fichier Excel avec 2-3 mots, mais c'est quoi ce fichier? En fait, quand vous rencontrez un adversaire, vous mettez des infos et vous le partagez tous les deux? Ouais, alors sur les datas, il y a plusieurs parties. Il y a ce petit truc qu'on fait entre nous, où en fait c'est plus des petits bilans de match avec des petites intentions tactiques qui ont marché, ou des fois je regarde une vidéo, je me dis c'est intéressant ce que un tel a fait sur lui, je vais le noter. Et du coup on se le partage nous deux, et comme ça si on a besoin d'une info sur un joueur, on tape son nom dans notre barre de recherche, on a tous les bilans de match qu'on a fait contre lui, on peut trouver 2-3 infos, et puis maintenant on a commencé à travailler avec des vrais datas, avec des vraies analyses vidéo. On reste un peu dans le cercle proche, c'est Laurent Kova, c'est notre beau-frère, donc, et ancien coéquipier aussi. Et du coup, maintenant, lui aussi, il découpe les matchs, il regarde énormément de vidéos, il fait des stats, et après, il nous les livre, et il passe aussi par Nat pour qu'on ait les bonnes infos avant. C'est vraiment utile, ça? De savoir quoi? C'est savoir que l'adversaire, il joue plutôt revers sur le coup droit? C'est quoi les infos qu'on apprend avec les datas? On apprend surtout quand même les premiers échanges, c'est-à-dire service remise première, parce qu'après dans l'échange ça va très vite, on fait des fois ce qu'on peut, il y a des intentions de jeu, mais là où vraiment la data va, enfin en tout cas je trouve, va être utile, c'est plus pour les placements de première balle, là où on peut gêner notre adversaire, et puis c'est aussi une question de confiance, on rentre dans le match avec une idée claire de ce qu'on veut faire, et ça détend un peu, j'ai l'impression. Ouais, ça aide un peu. Je crois que les Chinois ont poussé ça assez loin, c'est-à-dire qu'eux, ils filment les matchs, et ils décortiquent, ils sont plus avancés que nous sur les datas, je crois. C'est ça, nous, on a commencé ça il y a 1 an, je sais pas combien de temps ça fait, mais les Chinois, les Japonais, sur toutes les compètes, ils ont 2 personnes qui viennent avec leur ordinateur, qui filment tous les matchs, qui découpent tous les matchs. Donc je pense que sur ça, on a encore un peu de retard sur eux. Ils ont des moyens utilisés pour ça. Ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, donc c'est pas facile de les rattraper. Mais on essaye à notre petite échelle de faire ce qu'il faut pour au moins être à leur niveau sur ça et les dépasser après avec d'autres trucs. Alors il y a un autre truc moi qui me fascine, c'est les raquettes. J'ai vu que le Suédois, alors j'ai mal prononcé son nom, Truls Morgård, c'est pas mal. Ça pourrait être pire, qui était en finale, il a une raquette heptagonale, c'est-à-dire qu'en fait elle n'est pas ronde, il y a plusieurs... C'est quoi cette histoire? C'est une histoire un peu, je pense, de communication aussi. Mais c'est vrai que sa raquette est particulière pour le coup, c'était pas arrivé. Je sais pas si ça lui donne des avantages ou s'il y a des inconvénients, je pense pas. Je pense que c'est juste une différence et que lui, déjà, son style de jeu est différent, ça lui va bien, donc il aime bien jouer avec ça et puis il joue très bien, donc ça marche. Mais c'est un côté marketing, en fait, pour vous, c'est pas en changeant la raquette qu'on peut améliorer son jeu? Pas avec une forme différente, en fait. Après, ils ont sorti des statistiques, j'y connais rien. Mais quand j'ai essayé, c'est vrai que c'est juste une sensation différente en main, mais comme tous les bois sont différents. Après, lui, il a trouvé son bois qui lui correspond, il se débrouille bien avec, donc tant mieux pour lui en soi, mais nous, c'est pas quelque chose qui nous va, quoi. Il y a cette fameuse histoire aussi, que vous avez vu au JO, le numéro 1 chinois, il pose sa raquette, il y a un journaliste qui marche sur sa raquette, qui casse sa raquette, et apparemment, il a mal vécu. Mais je vous ai vu en interview, vous, Félix, vous disiez que c'était bizarre cette histoire. Ouais. On l'a dit hier, il a déjà vu. Non. Je bosse un peu. Non, moi j'ai trouvé ça quand même assez particulier quand t'es champion olympique.
franchement, la raquette, c'est pas très important, j'ai envie de dire. Mais On a presque 3-4, on s'est trompé de plaque. ouais, On a dû non, c'est déjà arrivé qu'on se trompe. Et, Vous n'avez pas une raquette préférée, quoi? si, quand même, on a une raquette qu'on aime et que, enfin, moi, si j'ai le choix, je vais quand même prendre un bois que je préfère. Mais de là à être aussi déçu de perdre ma première raquette, j'ai trouvé ça un peu particulier. Et je sais pas, peut-être que lui, il fait les choses un peu différemment que nous. Moi, j'ai toujours 4-5 raquettes en début de tournoi, donc je peux jouer avec mes 5. S'il y en a une qui casse, j'en ai forcément une que je préfère un petit peu. Mais ça va pas changer, je trouve, en tout cas, mon niveau de jeu. Et je pense que lui aussi, même si au final, il a perdu le lendemain. Mais Ouais, il avait l'air quand même d'y tenir à cette raquette, hein. ah oui, je pense, vu sa tête. On parle de physique, de mental, de raquette. En fait, ça pose une question. Moi, c'est comment vous pouvez vous améliorer? Comment on s'améliore au ping-pong, en fait? C'est quoi? C'est à force de jouer? C'est en changeant? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre jeu pour être médaille d'or à Los Angeles dans 4 ans? Bah, tout, je pense. En fait, je pense que c'est ça qui est bien avec le ping-pong. Moi, c'est pour ça que j'adore ce sport. C'est que la balle, elle est ronde, on peut la prendre dans tous les sens. On peut la faire partir comme on veut et les coups, ils sont illimités, en fait. Donc, on peut tout apprendre, on peut tout imaginer. Il n'y a pas de règles vraiment sur une technique, de la beauté. On peut prendre la balle n'importe comment. On voit tous les joueurs ont des gestes différents, tous les joueurs ont des styles de jeu différents. Donc, on pourra pas tout savoir faire, même si on s'entraîne dur et qu'on fait tous les efforts. Mais par contre, on peut apprendre plein de trucs parce que ça sera jamais fini. Il y aura toujours des trucs à découvrir, quoi. Vous, par exemple, je sais pas, chacun, il y a un truc sur lequel vous allez bosser là pour progresser? Ouais, moi, physiquement, j'ai encore beaucoup à progresser. Quand on voit ses cuisses et mes cuisses, on va dire qu'il y a encore du travail. Je crois d'ailleurs qu'en fait, on dit qu'au ping-pong, on est meilleur vers 30 ans, quoi. 25-30 ans, non? C'est ça? Ouais, L'âge... Ouais, 25 et 28. Entre 25 et 30, quoi. Ouais. Vous avez de la marge, du coup, là. Ça va. On arrive au bout de cette conversation. Évidemment, la question qui vient, c'est le futur, quoi. Vacances. Les vacances. Mais je crois que Félix, il y a le bac, non, en septembre ou pas? On verra bien. Non, oui, il y a le bac en septembre, mais Ça doit être dur de préparer le bac quand on fait les JO. Enfin, il y a un côté un peu impossible, quoi. je l'ai pas encore préparé là. Ça va commencer après les vacances. Parce qu'il y a une échéance, comment ça se passe là? On en est où au niveau scolaire? Vous en êtes où, par exemple? Je suis en terminale. J'ai passé une année un peu compliquée avec j'étais jamais en cours, donc forcément pas facile de suivre. Mais j'aimerais bien. Normalement, je passe mon bac en 2 ans. Cette année, c'est l'anglais et la suite l'année prochaine, parce qu'avec les jeux et tout, c'était compliqué. J'aimerais quand même bien l'avoir. Je vais essayer de l'avoir. Après, vu le nombre de jours que j'ai passé à l'école, ça me choquerait pas non plus que malheureusement je l'ai pas. Combien? Mais jours? 1. Ah oui. Vous étiez 1 jour à l'école là? Ouais, après j'ai le CNED, mais c'est pour dire que c'est pas facile quand même de suivre. Donc on verra bien, je vais y aller, je vais essayer de faire du mieux possible. Alexis, vous avez votre bac, hein, vous l'avez eu. Ouais. Chance pendant le Covid. Ouais, pendant le Covid. Donc, moi, je l'ai eu, mention bien, tranquille. D'ailleurs, je crois que j'ai lu ça quelque part. Après votre carrière, vous pensez rester dans le ping-pong, faire entraîneur? Je sais pas si... Ouais, moi, j'ai déjà eu mon diplôme là, cette année. Voilà, j'ai vu ça, ouais. Il y a, je sais pas, 2 mois, 1 mois. Donc, j'ai passé ça aussi, pas forcément parce que je voulais être entraîneur, mais plus pour aussi avoir quelque chose de sécurité, dans quelque chose où je sais que ça me plaît, j'aime bien ça. Donc après, on verra après ma carrière ce que j'aurai envie de faire, mais au moins j'ai ça de Dans votre test, sûr, quoi. votre vie, c'est le toujours ping-pong, cool. quoi. Ça restera le ping-pong, quoi. Pour l'instant, ouais. Félix aussi? De même. Dernière question, alors c'est dans longtemps, hein. Dans 4 ans, il y a les JO de Los Angeles 2028. À partir de quand vous avez commencé à y penser? Dans longtemps, je pense. Paris, on y a pensé il y a 6 mois, on va dire. Donc Los Angeles, 4 ans, c'est énorme. Il y a 4 ans, on était loin loin d'imaginer d'avoir une médaille olympique à Paris. Donc non, on verra bien. Il y a beaucoup d'étapes avant. Nous, on est encore jeunes, donc faut encore penser à tout ce qui va se passer dans l'année prochaine et à tout ce qui va se passer avant Los Angeles. Mais forcément qu'on a envie d'y être, je pense. Ouais. Même si la bande-annonce, elle est bien, on va l'oublier quelques temps et on s'y remettra dedans le temps en temps voulu. Merci. Merci beaucoup.